La République de Platon, livre second. Socrate suite. Par conséquent, nous devons agrandir la cité, car celle que nous avons dit saine n'est plus suffisante, et l'emplir d'une multitude de gens qui ne sont point dans les villes par nécessité, comme les chasseurs de toute espèce et les imitateurs, la foule de ceux qui imitent les formes et les couleurs, et la foule de ceux qui cultivent la musique. Les poètes et leur cortège de rhapsodes, d'acteurs, de danseurs, d'entrepreneurs de théâtre, les fabricants d'articles de toutes sortes et spécialement de parures féminines. Il nous faudra aussi accroître le nombre des serviteurs, ou bien crois-tu que nous n'aurons pas besoin de pédagogues, de nourrices, de gouvernantes, de femmes de chambre, de coiffeurs, et aussi de cuisiniers et de maîtres queux? Et il nous faudra encore des porchers. Tout cela ne se trouvait pas dans notre première cité. Aussi bien n'en avait-on pas besoin. Mais dans celle-ci, ce sera indispensable. Et nous devrons y ajouter des bestiaux de toute espèce, pour ceux qui voudront en manger, n'est-ce pas? Pourquoi non? Mais en menant ce train de vie, les médecins nous seront bien plus nécessaires qu'auparavant, beaucoup plus. Et le pays, qui jusqu'alors suffisait à nourrir ses habitants, deviendra trop petit et insuffisant. Qu'en dis-tu? Que c'est vrai, répondit-il. Dès lors, ne serons-nous pas forcés d'empiéter sur le territoire de nos voisins si nous voulons avoir assez de pâturage et de labour? Et eux n'en useront-ils pas de même à notre égard si, franchissant les limites du nécessaire, ils se livrent comme nous à l'insatiable désir de posséder? Il y a grande nécessité, Socrate, dit-il. Nous ferons donc la guerre après cela, Glaucon? Ou qu'arrivera-t-il? Nous ferons la guerre. Ce n'est pas encore le moment de dire, repris-je, si la guerre a de bons ou de mauvais effets. Notons seulement que nous avons trouvé l'origine de la guerre dans cette passion qui est au plus haut point génératrice de maux privés et publics dans les cités quand elle y apparaît. Parfaitement. Dès lors, mon ami, la cité doit être encore agrandie, et ce n'est pas une petite addition qu'il faut y faire, mais celle d'une armée entière qui puisse se mettre en campagne pour défendre tous les biens dont nous avons parlé et livrer bataille aux envahisseurs. Mais quoi, dit-il, les citoyens eux-mêmes n'en sont-ils pas capables? Non, répondis-je, si toi et nous tous sommes convenus d'un principe juste, lorsque nous avons fondé la cité. Or nous sommes convenus, s'il t'en convient, qu'il est impossible à un seul homme d'exercer convenablement plusieurs métiers. Tu dis vrai, avoua-t-il. Quoi donc, repris-je, les exercices guerriers ne te semblent-ils pas relever d'une technique? Si, assurément, dit-il. Or, doit-on accorder plus de sollicitude à l'art de la chaussure qu'à l'art de la guerre? Nullement. Mais nous avons défendu aux cordonniers d'entreprendre en même temps le métier de laboureur, de tisserand ou de maçon. Nous l'avons réduit à n'être que cordonnier, afin que nos travaux de cordonnerie soient bien exécutés. À chacun des autres artisans, semblablement, nous avons attribué un seul métier, celui pour lequel il est fait par nature et qu'il doit exercer toute sa vie, étant dispensé des autres, s'il veut profiter des occasions et bellement accomplir sa tâche. Mais n'est-il pas de la plus haute importance que le métier de la guerre soit bien pratiqué? Ou bien est-il si facile qu'un laboureur, un cordonnier ou n'importe quel autre artisan puisse en même temps être guerrier, alors qu'on ne peut devenir bon joueur au tric-trac ou au dé si l'on ne s'applique à ces jeux dès l'enfance et non à temps perdu? Suffit-il de prendre un bouclier ou quelque autre des armes et instruments de guerre pour devenir le jour même bon antagoniste dans un engagement d'hoplite ou dans quelque autre combat, tandis que les instruments des autres arts pris en main ne feront jamais un artisan ni un athlète et seront inutiles à celui qui n'en aura point acquis la science et ne s'y sera point suffisamment exercé? Si cela était, dit-il, les instruments auraient une bien grande valeur. Ainsi, repris-je, plus la fonction des gardiens est importante, plus elle exige de loisirs et plus aussi d'art et de soins. Je le pense, dit-il. Et il ne faut pas des aptitudes
Et ne faut-il pas des aptitudes naturelles pour exercer cette profession? Comment non? Notre tâche consistera donc, ce semble, à choisir, si nous en sommes capables, ceux qui sont par nature aptes à garder la cité. Ce sera notre tâche, assurément. Par Zeus, poursuivis-je, ce n'est pas d'une petite affaire que nous nous chargeons. Cependant, nous ne devons pas perdre courage, autant du moins que nos forces nous le permettront. Non, en effet, nous ne devons pas perdre courage, dit-il. Eh bien, repris-je, crois-tu que le naturel d'un jeune chien de bonne race diffère pour ce qui concerne la garde de celui d'un jeune homme bien né? Que veux-tu dire? Qu'ils doivent avoir l'un et l'autre des sens aiguisés pour découvrir l'ennemi, de la vitesse pour le poursuivre dès qu'il est découvert, et de la force pour le combattre s'il le faut lorsqu'il est atteint. En effet, dit-il, toutes ces qualités sont requises. Et le courage aussi pour bien combattre. Comment non? Mais sera-t-il courageux celui qui n'est point irascible, cheval, chien ou autre animal quelconque? N'as-tu pas remarqué que la colère est quelque chose d'indomptable et d'invincible, et que toute âme qu'elle possède ne saurait craindre ni céder? Je l'ai remarqué. Voilà donc évidemment les qualités que doit avoir le gardien pour ce qui est du corps. Oui. Et pour ce qui est de l'âme, il doit être d'humeur irascible. Oui aussi. Mais alors, Glaucon, repris-je, ne seront-ils pas féroces entre eux et à l'égard des autres citoyens, avec de pareilles natures? Par Zeus, dit-il, il est difficile qu'il en soit autrement. Cependant, il faut qu'ils soient doux envers les leurs et rudes envers les ennemis. Sinon, ils n'attendront pas que d'autres détruisent la cité, ils les préviendront et la détruiront eux-mêmes. C'est vrai, avoua-t-il. Que ferons-nous donc, poursuivis-je? Où trouverons-nous un caractère à la fois doux et hautement irascible? Une nature douce est en effet l'opposé d'une nature irascible, il le semble. Mais pourtant, si l'une de ces qualités manque, nous n'aurons pas de bons gardiens. Or il paraît impossible de les réunir, et il s'ensuit qu'il est impossible de trouver un bon gardien. Je le crains, dit-il. J'hésitai un instant, puis, ayant considéré ce que nous venions de dire, nous méritons bien, mon ami, repris-je, d'être dans l'embarras pour avoir abandonné la comparaison que nous nous étions proposée. Comment dis-tu? Nous n'avons pas réfléchi qu'il existe en effet de ces natures que nous jugions impossibles et qui réunissent ces qualités contraires. Où donc? On peut les voir chez différents animaux, mais surtout chez celui que nous comparions au gardien. Tu sais sans doute que les chiens de bonne race sont naturellement aussi doux que possible pour les gens de la maison et ceux qu'ils connaissent, et le contraire pour ceux qu'ils ne connaissent pas. Certes, je le sais. La chose est donc possible, repris-je, et nous n'allons pas à l'encontre de la nature en cherchant un gardien de ce caractère. Il ne le semble pas. Maintenant, ne crois-tu pas qu'il manque encore quelque chose à notre futur gardien? Outre l'humeur irascible, il doit avoir un naturel philosophe. Comment donc, dit-il, je ne comprends pas. Tu remarqueras, poursuivis-je, cette qualité chez le chien, et elle est digne d'admiration dans un animal. Quelle qualité? Qu'il se montre méchant quand il voit un inconnu, quoiqu'il n'en ait reçu aucun mal, tandis qu'il flatte celui qu'il connaît, même s'il n'en a reçu aucun bien. Cela ne t'a jamais étonné? Je n'y ai guère jusqu'ici fait attention, répondit-il, mais il est évident que le chien agit ainsi. Et il manifeste par là une jolie façon de sentir et vraiment philosophique. Comment? Par le fait, dis-je, qu'il discerne un visage ami d'un visage ennemi, à ce seul signe qu'il connaît l'un et ne connaît pas l'autre. Or, comment n'aurait-on pas le désir d'apprendre quand on distingue par la connaissance et l'ignorance l'ami de l'étranger? Il ne peut se faire, répondit-il, qu'il en soit autrement. Mais, repris-je, le naturel avide d'apprendre est le même que le naturel philosophe? C'est le même, reconnut-il. Eh bien, n'oserons-nous pas poser aussi que l'homme, pour être doux envers ses amis et ses connaissances,
doit par nature être philosophe et avide d'apprendre? Posons-le. Donc, philosophe, irascible, agile et fort, cela sera celui que nous destinons à devenir un beau et bon gardien de la cité. Parfaitement, dit-il. Telles seront ses qualités. Mais de quelle manière l'élever et l'instruire? L'examen de cette question peut-il nous aider à découvrir l'objet de toutes nos recherches, à savoir comment la justice et l'injustice prennent naissance dans une cité? Nous devons le savoir car nous ne voulons ni omettre un point important, ni nous engager en de trop longs développements. Alors le frère de Glaucon, je crois pour ma part, dit-il, que cet examen nous sera utile pour atteindre notre but. Par Zeus, Adimante, m'écriai-je, il ne faut donc pas l'abandonner, quelque long qu'il puisse être. Certes non. Or ça donc, comme si nous racontions une fable à loisir, procédons en esprit à l'éducation de ces hommes. C'est ce qu'il faut faire. Mais quelle éducation leur donnerons-nous? N'est-il pas difficile d'en trouver une meilleure que celle qui a été découverte au cours des âges? Or pour le corps, nous avons la gymnastique et pour l'âme, la musique. C'est cela. Ne commencerons-nous pas leur éducation par la musique plutôt que par la gymnastique? Sans doute. Or comprends-tu les discours dans la musique ou non? Je les y comprends. Et il y a deux sortes de discours, les vrais et les mensongers? Oui. Les uns et les autres entreront-ils dans notre éducation, ou d'abord les mensongers? Je ne comprends pas, dit-il, comment tu l'entends. Tu ne comprends pas, répondis-je, que nous racontons d'abord des fables aux enfants? En général, elles sont fausses, bien qu'elles enferment quelques vérités. Nous utilisons ces fables pour l'éducation des enfants avant les exercices gymnastiques. C'est vrai. Voilà pourquoi je disais que la musique doit venir avant la gymnastique, et avec raison.